les années 30 du XXe siècle, après 200 ans de lutte ponctuée de révolutions, de défaites, mais aussi d'avancées politiques et sociales, tous les travailleurs européens sont conscients de ne former qu'une seule classe. Mais cette classe ouvrière est plus fracturée que jamais. Réduite au silence et à l'impuissance dans l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, elle s'impose dans les démocraties parlementaires comme une véritable force politique. Galvanisée par les succès apparents de la révolution soviétique, elle croit alors, plus que jamais, au lendemain qui chante. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. En 1932, pour le 50e anniversaire de la mort de Karl Marx, les militants communistes filmés par Juris Stevens défilent le poing levé dans les corons du bourlinage belge. Ce geste de défi et de colère est apparu pour la première fois dans un dessin de George Cross rendant hommage aux combattants révolutionnaires morts à Berlin en 1919. Adopté d'abord par les communistes allemands, le point levé se propage rapidement dans toute l'Europe et devient pendant le demi-siècle suivant le symbole d'une classe ouvrière politisée et combative. En France, il est brandi en 1936 quand, dans la foulée de la victoire électorale d'un front populaire alliant radicaux, socialistes et communistes, 12 000 entreprises se mettent en grève dans tout le pays, dont 9 000 sont occupées par des travailleurs. Aucun pays industrialisé n'a connu jusqu'alors un mouvement d'une telle ampleur, d'une telle durée. L'ambiance est à la fête révolutionnaire. On brûle les 48 heures, on prend les patrons en effigie. Mais en même temps, on négocie de façon pragmatique sur le temps de travail, les cadences et les effets désastreux de la rationalisation. Au bout de 3 semaines, la grève est victorieuse. Les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives changent durablement les conditions du travail ouvrier. Marion Fontaine, historienne. L'entre-deux-guerres, et à la limite jusqu'aux années 50-60, c'est vraiment le temps de l'aliénation ouvrière par excellence, le temps où on peut de moins en moins croire à ce qu'écrivait Karl Marx, c'est-à-dire que le travail sera libérateur de l'existence humaine. C'est-à-dire que vous pouvez changer de régime, vous pouvez même abolir le capitalisme, le travail industriel dans les grandes usines automobiles, il demeure aussi aliénant. Donc la question, c'est comment vous faites ? Le gouvernement du Front populaire est peut-être l'un des premiers gouvernements à se trouver vraiment face à ce problème. Les congés payés, la politique des loisirs, c'est une forme de réponse, qui est aussi un constat d'impuissance, qui est de dire, bon, de toute façon, on ne transformera pas le travail. En revanche, on peut faire en sorte que les droits des ouvriers soient respectés dans le cadre de ce travail, donc qu'il y ait de la démocratie sociale, que le patronat négocie, etc. Et on peut compenser en offrant aux ouvriers aliénés dans le cadre des usines des espaces où ils peuvent se libérer. Dans l'imaginaire collectif, le Front populaire reste comme une grande fête. Peut-être le seul moment de l'histoire où l'on voit des ouvriers heureux, en dehors des clichés de propagande allemande ou soviétique. Mais les fêtes et les occupations ne sont pas un simple carnaval. Elles disent au patron que l'usine n'est pas sa maison, ni les ouvriers ses enfants, qu'ils n'attendent de lui aucun bienfait, ne lui doivent aucune allégeance, que désormais le travail ouvrier n'appartient plus à l'espace privé, mais à l'espace public. Et même si les ouvrières et les ouvriers savent que la fête n'aura qu'un temps, ils savent aussi que rien ne pourra leur reprendre cette nouvelle liberté. Puis le travail reprend. Dans une usine de province, les ouvriers pour être réembauchés doivent d'abord recopier et signer une lettre
qui en dit long sur la mentalité rétrograde des patrons français de l'époque. Regrettant de nous être mal conduits vis-à-vis de vous en nous mettant en grève, nous vous prions de nous pardonner et en nous embauchant, de nous permettre de nous racheter dans l'avenir par une conduite exemplaire. En juillet 1936, à peine un mois après la grande grève du Front populaire en France, la révolution éclate en Espagne. Elle est provoquée par la tentative du général Franco de renverser la jeune République espagnole. Le putsch échoue, la guerre civile commence. Comme les ouvriers français, ces militants de Barcelone qui montent au front pour combattre les fascistes défilent au son de l'Internationale. Et comme eux, ils lèvent le poing. Mais ils appartiennent à une autre tradition du mouvement ouvrier. Ils sont anarchistes. L'Espagne est le seul pays où les anarchistes ont eux aussi une organisation de masse, à la fois politique et syndicale, la CNT-FAI. Anarchisme et communisme sont depuis le XIXe siècle deux frères ennemis. Les communistes se réclament de Marx et veulent s'emparer de l'appareil d'État pour construire le socialisme. Les anarchistes se réclament de Bakounine et veulent au contraire détruire l'État en même temps que l'ordre social existant. Pour cela, tous les moyens sont bons. La grève générale, les attentats, mais aussi ce que les anarchistes appellent faire ses courses à la prolétaire, c'est-à-dire piller des magasins, partir sans payer d'un restaurant, braquer une banque. Enfin, contrairement aux marxistes qui croient en une économie centralisée et planifiée par le haut, les anarchistes poursuivent le vieux rêve anarcho-syndicaliste de l'autogestion ouvrière. L'idée que tout irait bien s'il n'y avait plus de patrons, si les usines étaient gérées par les ouvriers eux-mêmes. Le cœur du mouvement anarchiste espagnol, c'est la Catalogne, et d'abord la grande ville industrielle de Barcelone. Les anarchistes y sont en grande majorité des ouvriers précaires, durement touchés par le chômage et les crises. Venus des régions les plus pauvres d'Espagne, ces immigrés de l'intérieur s'entassent dans les barrios, les quartiers des nouvelles périphéries. De cette Barcelone anarchiste, seuls de minuscules fragments résistent encore à la gentrification de la ville. Et avec eux disparaît aussi la mémoire des luttes. Oh, inmortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre y proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. Y a sus plantas rendido el burgués. L'un des épisodes les plus célèbres de l'épopée anarchiste a lieu au début des années 30 dans les Pyrénées espagnoles, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Le comte de Fígols, dont le manoir abandonné sert aujourd'hui de décor pour photos de mariage, possède là d'importantes mines de charbon.
Les mineurs, venus des campagnes espagnoles les plus pauvres, habitent dans une cité minière à flanc de montagne, taillable et corvéable à merci. Majoritairement anarchistes, ils se révoltent en janvier 1932 et proclament une république libertaire et sociale, persuadés que toute l'Espagne va les suivre. Bureau du comité révolutionnaire. Image dérisoire d'un épisode devenu mythique. Au bout de 5 jours, l'armée intervient. Les mineurs, sans chef ni stratégie, se rendent. 40 mineurs sont arrêtés et déportés sans jugement en Afrique et aux Canaries. Mais pour les leaders anarchistes, l'échec n'a pas d'importance. Ils le considèrent comme une sorte d'entraînement, ce qu'ils appellent une gymnastique révolutionnaire, habituant les masses à surmonter leur peur de la police et de l'armée. En juillet 1936, quand le général Franco déclenche la guerre civile en Espagne, les militants anarchistes pensent que l'heure de la révolution sociale est enfin arrivée. Sous leur impulsion, dans la seule ville de Barcelone, plus de 3000 entreprises sont collectivisées et dirigées par des conseils ouvriers élus par la base. Autogéré, le restaurant du Grand Hôtel Ritz, transformé en cantine militante. Autogéré, les usines produisant les armes pour le front, et celles produisant la nourriture pour les soldats et la population. Autogéré, les salons de coiffure, les hôpitaux, l'électricité, les transports. Mais rapidement, le rêve autogestionnaire se heurte à la réalité. Pour faire vivre une ville moderne d'1 million d'habitants tout en produisant pour le front, il faut des chefs qui organisent, commandent et contrôlent, et des ouvriers qui travaillent et obéissent. Dès les premiers mois, les entreprises autogérées conjointement par la CNT et le syndicat communiste UGT sont confrontées à une baisse de la productivité, à l'absentéisme et à des revendications portant sur les horaires et les salaires. Les militants attribuent cette résistance au travail aux influences bourgeoises et cherchent à rééduquer les masses en imposant de nouveaux règlements d'usine qui ressemblent étrangement à ceux du capitalisme d'antan. Certains, rédigés par des conseils ouvriers, vont jusqu'à interdire de chanter pendant les heures de travail. Priorité à l'effort de guerre. L'émancipation ouvrière doit attendre. Celle des ouvrières aussi. Elle est pourtant réclamée par le collectif anarchiste des femmes libres. Formation professionnelle, sexualité, pédagogie, égalité des hommes et des femmes. Mais cette volonté d'autonomie est mal vue par les dirigeants anarchistes, pour qui il faut faire la révolution sociale d'abord, et l'émancipation des femmes viendra automatiquement ensuite. En attendant, les films de la CNT montrent des femmes qui tricotent, tandis que les hommes s'entraînent avec des fusils de bois, faute d'armes que la France et l'Angleterre refusent de leur fournir, alors qu'en face, Franco reçoit une aide directe d'Hitler et de Mussolini. Seul le mouvement ouvrier se mobilise. Des militants du monde entier s'engagent dans les brigades internationales et vont en Espagne lutter contre le fascisme. Mais l'enthousiasme ne suffit pas à sauver la République, affaiblie par les conflits entre modérés, communistes et anarchistes. La guerre s'achève en 1939 par la victoire franquiste. Les combats ont fait 500 000 morts, 500 000 républicains prennent la route de l'exil. Au musée d'histoire ouvrière de Seraing, en Belgique, une statuette de brigadiste international, le poing levé. Une défaite ouvrière de plus et le prologue de la prochaine catastrophe. Keith Gildart à Manchester.
historien, ancien mineur. Dans sa famille, on est mineur de père en fils. Depuis l'arrière-grand-père jusqu'à son père et son oncle. Militant engagé du NUM, le syndicat national des mineurs anglais. Sa veuve a maintenant 91 ans. Quand je l'ai interrogée sur la vie dans les communautés des mineurs, j'ai été surpris par le fait qu'elle parle très peu de politique. Elle m'a beaucoup parlé de la difficulté d'élever des enfants avec de très faibles revenus dans les années 30 et les années 40. Et aussi de la vie des femmes en général, de ce qu'elles faisaient de leur temps libre. Elle a beaucoup parlé de cinéma, de dancing, de potins, et aussi des petits drames de la sphère familiale, des tensions entre les mineurs et leurs femmes. Par exemple, des mineurs ou des hommes de la famille qui rentraient ivres du pub chaque soir, qui pariaient trop, de la violence conjugale, de l'alcoolisme. Il y avait donc ce côté sombre dans les communautés de mineurs et dans les communautés ouvrières. Les disputes, la pauvreté, les conflits, la violence. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans les écrits sur les communautés de mineurs. C'est occulté par l'image héroïque de la classe ouvrière. Ce côté sombre, ce sont aussi les conflits entre différentes nationalités qui troublent le monde ouvrier des années 30. En 1934, à Le Forest, dans le Pas-de-Calais, des mineurs français s'opposent violemment à leurs camarades immigrés polonais qui se sont lancés dans un mouvement de grève que les Français refusent de suivre. 77 mineurs polonais sont alors expulsés et renvoyés en Pologne. De façon plus systématique, le gouvernement français organise entre 1934 et 1935 l'expulsion collective d'environ 130 000 Polonais à qui l'on reproche pêle-mêle l'agitation sociale, le chômage et la crise. Les travailleurs des pays les plus pauvres traversent ainsi l'Europe cherchant ailleurs une vie un peu meilleure. Car les écarts sont énormes. Alors que l'ancienne misère règne toujours dans de nombreuses régions, dont le Borinage, en Silésie, en Catalogne, ailleurs, ouvrières et ouvriers qualifiés commencent à connaître de meilleures conditions de vie et de travail. Le résultat est parfois spectaculaire, comme à l'usine Van Nel de Rotterdam. Construite en 1930, elle s'inspire du Fordisme américain. La combinaison de la rationalisation de la production et de l'amélioration du cadre de travail est censée engendrer de nouveaux gains de productivité. Les ouvrières ont droit à des sanitaires dont la robinetterie est importée d'Amérique et à une cantine baignée de lumière, ce qui a par ailleurs le mérite de faciliter la surveillance. Mais de telles réalisations sont l'exception. Des initiatives isolées de patrons éclairés ou, pour le logement social, de municipalités de gauche, comme les 1382 logements ouvriers du grand ensemble moderne Karl Marx, construit en 1929 par la municipalité socialiste de Vienne. Un seul État, celui de l'Allemagne nazie, prétend avoir une politique systématique visant à assurer un certain bien-être à ses ouvriers. Le symbole en est la voiture du peuple, la Volkswagen, lancée par le régime en 1937. Thomas Lindenberger, historien. Imaginez cette promesse faite à chaque Allemand de pouvoir conduire et être propriétaire de sa propre voiture. C'était totalement utopique dans les années 20. Et tout à coup, c'était à portée de main dans les années 30 et 40. C'était fait exprès pour répondre aux attentes et aux espoirs de ces braves travailleurs qui, depuis des générations, aspiraient à ce progrès. À chaque fois, leurs espoirs avaient été déçus par une succession de tragédies comme la Première Guerre mondiale ou la crise de 1929. Ils aspiraient désormais à une période de stabilité qui apporterait la prospérité au plus grand nombre. À cette époque, il y avait un livre très populaire en Allemagne qu'on trouvait dans presque chaque foyer. C'était « Ma vie, mon œuvre » de Henry Ford,
qui expliquait dans le détail les clés de sa réussite. Henry Ford était un auteur très apprécié par les nazis parce que ses idées s'accordaient avec leur concept de communauté du peuple. N'importe qui pouvait lire son livre et se dire « voilà ce qu'il faut faire ». C'était une promesse très séduisante. Du mariage sulfureux du Fordisme et du nazisme naît un grand projet de conquête. Pour assurer sa prospérité et celle de ses ouvriers, l'Allemagne doit occuper tout le continent et coloniser l'Europe de la même manière que l'Europe elle-même colonise depuis des siècles l'Afrique et l'Asie. L'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939. Puis l'année suivante, la Hollande, la Belgique, la France et l'année d'après encore l'Union soviétique. Dans tous les pays occupés, l'Allemagne pille les industries, les ressources et surtout la main-d'œuvre qui lui manque du fait d'une pénurie chronique aggravée par la mobilisation. Bilan de cette véritable chasse aux ouvriers. Vers la fin de la guerre, environ 7 millions d'étrangers travaillent en Allemagne. Les mieux lotis sont les Hollandais, les Belges, les Français et les Tchèques. Certains sont volontaires, mais en majorité, ils sont requis pour le service du travail obligatoire, tout comme les simples soldats, anglais et français prisonniers de guerre, les officiers étant exemptés. À l'autre bout de l'échelle, les populations slaves considérées comme des sous-hommes, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, dont plus de 600 000 prisonniers de guerre surexploités, affamés, quasiment réduits en esclavage. Et plus bas encore, les déportés politiques et les déportés raciaux, tziganes et juifs, ceux du moins qu'on n'a pas immédiatement assassinés et qu'on crève littéralement. C'est ce que les nazis appellent l'extermination par le travail. La carrière de pierre du camp de Mauthausen. Les camps sont gardés par les SS. Mais dans les grandes entreprises, ce sont les ouvriers allemands eux-mêmes qui sont chargés de mettre au pas les étrangers récalcitrants. Stefan Berger, historien. Il ne fait aucun doute que pendant la guerre, beaucoup d'ouvriers allemands ont tiré parti de l'esclavage d'environ 7 millions de travailleurs étrangers. Car l'existence de cette armée d'esclaves permettait souvent aux ouvriers allemands de progresser dans la hiérarchie de l'usine. Ils pouvaient passer contremaître ou décrocher un meilleur poste et un meilleur salaire. Et je pense que les ouvriers allemands ont donc tiré profit du racisme du régime et ont même souvent adhéré au racisme du régime, parce qu'il leur fallait justifier leurs actes vis-à-vis d'eux-mêmes. Le racisme du régime venait alors comme une explication bien commode dont ils pouvaient se servir pour justifier ce qui se passait. Dans les régions minières de France et de Belgique, le souvenir des grandes luttes des années 30 reste vivant malgré l'occupation allemande. Au printemps 1941, 200 000 mineurs arrêtent le travail des deux côtés de la frontière. Ce sera la grève la plus importante de toute la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de grévistes sont fusillés. Des centaines déportés au camp de concentration de Sachsenhausen. Plus de la moitié n'en reviendront pas. Après l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, en juin 1941, les communistes prennent la tête de la résistance ouvrière à l'occupant. Grève, propagande, sabotage, lutte armée. En Italie, le grand tournant, c'est l'été 1943, quand les Alliés débarquent dans le sud du pays, faisant tomber le gouvernement fasciste et poussant les Allemands à occuper le nord industriel. De nombreux ouvriers de l'acierie de Terni rejoignent alors la brigade de partisans communistes qui opère dans les montagnes de la région.
Parmi eux, Don Bartolini, l'auteur de l'hymne de la brigade. Operai e contadini, tutti uniti lotteremo all'appello di Salin, siamo i primi partigiani. Quand la guerre s'achève en 1945 sur la défaite des nazis et des fascistes, les partisans de la brigade, majoritairement communistes, pensent que le moment est venu d'aller encore plus loin. Alfredo Filipponi, commissaire politique de la brigade Gramsci, raconte une discussion qu'il a eue avec Palmiro Togliatti, le chef du Parti communiste italien. Noi volevamo fare la liberazione nazionale dal fascismo e poi dopo con la speranza di arrivare al socialismo, che quello non ci siamo arrivati. Poi un bagno Togliatti convocò tutti i comandanti dei partigiani e tutti i dirigenti del partito di tutta l'Italia. Fece un intervento, c'erano le elezioni, in particolare diceva che c'è una grande ascendenza, voi lo sapete, voi dovete da fare perché dovevo vincere le elezioni. Hanno parlato, sì, ho alzato la mano, compagno Togliatti, io non mi trovo d'accordo. Perché Omega? Non mi trovo d'accordo perché Lenin disse quando passa il tordo bisogna tirargli. Se non si tira quando passa non si sa quando si può più tirare. Oggi passa il tordo ed allora questo è il momento. Noi le armi abbiamo nascoste, è il momento, gli diamo giù e facciamo il socialismo. Lui mise la proposta mia e la proposta sua all'approvazione, la sua ebbe 4 voti più della mia e passò la sua. En 1945, le passage de la libération à la révolution se serait donc joué seulement à 4 voix près. Vrai ou fausse, l'anecdote traduit bien l'état d'esprit de nombreux partisans italiens. Tout comme la phrase attribuée à Lénine, qui est en réalité un vieux dicton paysan de la région de Terni. Faire dire à Lénine, c'est quand la griffe passe qu'il faut la tirer, c'est merveilleux. Parce que dans la culture de cette partie de l'Italie, cette partie qui est communiste, rouge, la Toscane, l'Ombrie, tout le monde est chasseur. Donc le socialisme, ce proverbe, Lénine et la chasse, tout ça, ça ne faisait qu'un. Et je dois dire que c'est ça qui a été détruit au cours des 2 dernières générations. Cette idée d'une société alternative qui est ancrée dans le vécu du monde populaire et de la classe ouvrière. Berlin, 1945. Qui pourrait croire que c'est dans cette ville en ruine qu'allait enfin se réaliser le grand rêve des partisans italiens, construire le socialisme. « 1952. Des ouvriers d'un chantier de Berlin-Est admirent l'immeuble d'habitation construit pour eux par le nouveau régime socialiste mis en place par l'Union soviétique. L'immeuble, de l'architecte Hermann Enselmann, élégant, moderne et raffiné, n'est qu'un prototype qui restera sans suite. Mais le gouvernement en reproduit l'image sur ses fresques monumentales comme un symbole des promesses qu'il fait à la classe ouvrière. Promesse d'un nouveau bien-être matériel, mais aussi promesse d'un nouveau statut. Celui de l'ouvrier, enfin maître chez lui, dans l'état ouvrier. Au même moment, à quelques pas de là, Bertolt Brecht met en scène les luttes du prolétariat russe sous le tsarisme. Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen.
Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Si les ouvriers de Berlin-Est avaient disposé de la technologie moderne, ils auraient probablement arrêté l'image pour revenir en arrière sur ce mot bizarre, Also, Streik. la grève. Un mot qui, en théorie, ne doit plus faire partie de leur vocabulaire. La grève reste totalement légitime dans les pays capitalistes. Mais de l'autre côté du rideau de fer, on la considère comme absurde. Le prolétariat, dit-on, y est désormais au pouvoir. Et il ne peut quand même pas faire grève contre lui-même. Et si l'ouvrier de ces pays qui se disent socialistes se rebiffe et revendique comme autrefois, il faut le rappeler à l'ordre. Car comme le dit le dirigeant communiste tchécoslovaque Zapotocki, ce n'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on peut tout se permettre. Fait significatif, quand on défile pour soutenir le nouvel État ouvrier, on ne brandit plus le poing, mais les portraits des dirigeants. La presse officielle surnomme le dirigeant Zapotocki le papa des ouvriers. À l'occasion du Noël 1952, il adresse à la radio ses vœux à leurs enfants. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, nad chlevem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Tak mluvili bohatí a mocní. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly 4. roku první Gottwaldovy pětiletky. Mais les ouvriers des pays socialistes ne croient plus au Père Noël. En 1953, ceux de Berlin-Est se révoltent contre une nouvelle augmentation des normes sans augmentation de salaire. Sous les caméras de journalistes venus de Berlin-Ouest, l'émeute ouvrière est écrasée par les tanks soviétiques. Dans un sursaut de lucidité, Bertolt Brecht propose sa solution. Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement, écrit-il, de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Il n'y a pas de journalistes étrangers à Poznan, en Pologne socialiste, au mois de juin 1956, mais seulement des policiers photographiant en cachette les ouvriers grévistes de l'usine de locomotives Staline. Nous voulons du pain, comme au XIXe siècle. La grève tourne à l'insurrection, l'armée polonaise intervient, il y aura 57 morts, dont une majorité d'ouvriers. Ce sont encore les ouvriers que l'on retrouve en première ligne 4 mois plus tard, quand la révolution éclate en Hongrie. Ils sont les premiers à prendre les armes pour réclamer la démocratie, le départ des troupes soviétiques et dans les usines, le pouvoir aux conseils ouvriers. Ils sont les derniers à les rendre quand l'armée soviétique écrase l'insurrection en faisant 3000 morts. C'est en Hongrie, en 1956, que l'on voit pour la dernière fois des ouvriers européens prendre les armes pour réclamer leurs droits. Alors qu'à l'Est, on envoie les tanks pour mater les ouvriers rebelles, à l'Ouest, on les apprivoise avec la voiture individuelle et toutes les autres récompenses matérielles que l'augmentation du niveau de vie leur permet désormais de s'offrir.
C'est le moment où, dans les maisons des ouvriers, on peut se permettre pour la première fois d'avoir un lustre avec des gouttes en cristal. Ce que nous, les bourgeois, trouvons de très mauvais goût. À cette époque-là, les bourgeois s'inspirent plutôt du style suédois, avec ses lignes pures et son côté sobre. Les maisons des ouvriers, elles, sont surchargées de bibelots, de meubles. Pourquoi ? Parce que l'ouvrier me dit « J'ai grandi dans une maison où il y avait une ampoule accrochée au mur, comme dans une étable. » En d'autres termes, désormais, le superflu devient un moyen d'affirmer sa dignité. On ne doit plus paraître pauvre, si on peut se le permettre. Moi, je ne mets pas de sucre dans mon café. Mais quand je menais mes entretiens, on me mettait toujours 3 cuillères de sucre. Parce que c'était une manière de dire, tu vois, nous pouvons nous permettre de mettre du sucre. De jeunes ouvriers anglais, fin des années 50. Comme leurs parents, ils travaillent à l'usine ou à la mine. Mais grâce au plein emploi, ils gagnent bien mieux leur vie. Quand ils sortent en bande, ils s'habillent en veste longue à col de velours, vaguement inspirés des dandys de l'époque édouardienne. D'où leur surnom, Teddy Boys. Autre signe distinctif, leur passion pour une nouvelle musique venue des États-Unis, le rock and roll. Dans de nombreux foyers industriels, on voit un engouement d'abord pour le rock'n'roll américain à partir de 1956. Puis, dès le début des années 60, la communauté ouvrière se reconnaît dans le rhythm and blues américain. C'est difficile à définir. Il n'y a pas que les paroles. Il y a aussi quelque chose dans la musique elle-même qui entre en résonance avec l'aliénation que l'on ressent sur le lieu de travail et au sein de la communauté. Mais on se servait également de cette musique d'une autre façon. Moi en tout cas, et sans doute beaucoup d'autres mineurs, la musique nous aidait à tenir jusqu'à la fin de la journée. Parmi les postes que j'ai eus, il y en avait un où je me retrouvais assez seul, à l'écart. On appelait ça le poste du garçon à la manette. En gros, il s'agissait de surveiller le tapis roulant. Il y avait plusieurs tapis qui passaient dans les galeries souterraines. Et à chaque endroit où un tapis se déversait sur un autre, il fallait quelqu'un assis ou debout pour que, au cas où un tapis s'arrêterait, le suivant serait stoppé. Sinon, le charbon s'accumulait et bloquait la galerie. Alors, comme ces tapis tournaient tout le temps, ils frappaient les roulements et produisaient une sorte de tempo qui se répétait et on entendait ça. Alors parfois, on avait notre stratégie d'adaptation. On se récitait un morceau de rock ou une chanson en suivant ce rythme qui se répétait. Et parfois, c'est très étrange, je choisissais un disque selon sa longueur, en fonction du temps qu'il me restait à travailler. Je savais par exemple qu'un album de Bruce Springsteen durait entre 40 et 50 minutes. Alors je chantais toutes les paroles dans ma tête quand je savais qu'il me restait juste 50 minutes de travail. La musique exprimait donc notre sentiment d'aliénation, mais c'était aussi une stratégie pour tenir le coup dans la mine. 1963. Les ouvriers français qui regardent la télévision apprennent de bonnes nouvelles. Les quartiers ouvriers, leur dit-on, cèdent la place à des immeubles en copropriété où l'ajusteur côtoie le représentant de commerce, l'ingénieur, le cadre moyen. Tandis que dans les centres de vacances de la Côte d'Azur, de jeunes métallos partagent les bungalows tahitiens des filles de directeurs. Pour la toute première fois, on annonce ainsi aux ouvriers que la classe ouvrière a disparu. Pourtant, au même moment,
la classe ouvrière française est à l'apogée. 8 millions d'ouvriers et 37% de la population active. Mais sa composition a changé. Dans ces quarts d'ouvriers de Peugeot à Sochaux, les OS sont majoritaires. Ce sont les ouvriers les moins qualifiés, les plus exploités. Des jeunes, des immigrés, des femmes. La chair à canon de toutes les chaînes de montage. Ce seront les éléments les plus radicaux de la révolte ouvrière de 1968. Contrairement à ce que l'on dit, la révolte n'a pas surgi par surprise dans une France assoupie. Toute l'année précédente avait été marquée par des grèves dures, des affrontements violents avec la police. Mais en mai-juin 68, le mouvement de grève paralyse tout le pays. C'est une affirmation de la puissance ouvrière, comme en 1936, la violence en plus. Car à la différence de 1936, les ouvriers radicalisés ont face à eux un gouvernement de droite. Le 11 juin 68 à Sochaux, les affrontements entre CRS et grévistes font 2 morts parmi les ouvriers. Mais il y a aussi d'autres images. Une femme de la ZUP, par exemple, raconte, elle était gamine, elle avait 15 ans, elle descendait voir son père qui était sur les barricades à Sochaux, et la ZUP n'était pas construite, donc il n'y avait pas de bloc, et les pâtures descendaient pratiquement jusqu'à l'usine, et il y avait un paysan qui était là, qui avait fauché, qui avait laissé sa faux dans un arbre, et il l'avait pendu. Et les CRS couraient derrière les gamines, et il y en a un qui a empoigné la faux. Et son souvenir à elle, c'est de voir se rappeler du CRS qui courait derrière avec la faux dans la main. On dirait, tu sais, la peste au Moyen-Âge, tu sais, non mais voilà, ce genre de témoignage, mais en fait, tu te dis, voilà, c'était ça. Hein. Moi, j'ai d'autres copines, là, qui avaient 15-16 ans, et qui, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus rien, venaient à la sortie de l'usine, allaient dans la rivière, donc il y avait la Lan à côté, ramasser les cailloux avec des seaux et les remonter au père qui les balançait sur la gueule des CRS. C'est des trucs comme... Et on voit bien le groupe ouvrier, comment qu'il était constitué très différemment maintenant, quoi. Voilà, c'était... tout le monde participait parce que c'était normal, c'était pas... Voilà, c'était des choses normales. Une usine française occupée à la fin des années 70. C'est le temps de l'insubordination ouvrière, du rejet de l'ordre de l'usine, de ses contraintes, des hiérarchies patronales ou syndicales. À l'usine Lick de Besançon, où le conflit se prolonge pendant plusieurs années, les ouvrières réinventent l'autogestion en remettant en route les machines pour leur propre compte. Et leurs paroles se libèrent. Dans mon secteur, je travaillais avec des hommes. Rien que des hommes. Il n'y a pas longtemps qu'il y a une femme qui est avec moi. C'était rien que des hommes. Et les régleurs, c'était des hommes jeunes. J'aimais bien, je les aimais bien, parce ils n'ont pas la mentalité déjà des vieux. Des gentils. Puis il y en avait un, enfin c'était un de mes chefs. Je l'aimais mieux, celui-là. Malgré que c'était mon chef, malgré que je n'aime pas les cadres, malgré... J'ai une adversité encore en plus pour eux. Oui, c'est établi quelque chose entre nous qui fait qu'on s'aimait bien. Bon, mais par la suite, ça s'est développé ça, et finalement, oui, je l'ai beaucoup aimé, cet homme-là, je l'aime encore beaucoup. Mais, dans le conflit, c'est un cadre, et je le déteste, parce qu'il ne se bat pas, parce qu'il reste tranquille chez lui avec les centaines et les centaines de mille francs de paye qu'il a. Et je voudrais pouvoir dissocier les deux. L'homme que j'aime, que je connais, qui est gentil, qui est prévenant, c'est un homme pour moi, là. Hein? Il a des conversations bien, et alors, quand on le voit de l'autre côté, c'est... Je le déteste, je ne peux pas dire un autre mot. Ces années de révolte ouvrière s'achèvent sur un coup d'éclat. Il a lieu, contre toute attente, en Pologne socialiste, au chantier naval de Gdańsk, qui se met en grève sous l'impulsion de l'ouvrière Anna Walentinowicz et de l'électricien Lech Walesa pour obtenir la création d'un syndicat libre
et indépendant du parti au pouvoir. Une première absolue dans la sphère d'influence soviétique. Le nouveau syndicat atteint rapidement 10 millions d'adhérents. C'est son porte-parole, l'historien dissident Karol Modzelewski, qui lui donne son nom, Solidarność, Solidarité. C'était une révolution. On ne pouvait pas se tromper là-dessus. On s'est senti comme un personnage du tableau de Delacroix. La liberté qui conduit le peuple aux barricades. C'est un état d'âme de grand nombre de millions de personnes, de grandes masses, qui quittent leur attitude conformiste de tous les jours pour devenir les souverains de leur propre destin et de leur propre usine, de leurs propres camarades, de leur propre pays. Maintenant, quand je suis vieux, je me rends compte que la révolution est soit impossible, soit elle tourne mal. Un révolutionnaire ne doit pas le savoir. Son ignorance lui donne des ailes, oui, et elle lui fournit des forces nécessaires pour demander et obtenir l'impossible. Tous les Polonais à l'époque connaissaient ces images de chars soviétiques écrasant en août 1968 le printemps de Prague, une tentative de démocratisation du régime en Tchécoslovaquie. La seule question pour eux était de savoir quand viendrait leur tour, et si cette fois-ci, les chars seraient soviétiques ou polonais. Ils furent polonais. Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski décrète la loi martiale. Solidarność est interdit, ses leaders emprisonnés. Une centaine d'usines se mettent en grève. Les ouvriers occupent les ateliers, mais les tanks de l'armée défoncent les murs d'enceinte et chassent les grévistes désarmés qui n'ont d'autre choix que d'abandonner la lutte et de revenir au travail le lendemain. Après, il y avait des manifestations de rue. Mais c'est tout différent. La manifestation de rue, chacun y est séparé. Il n'y a pas de sujet collectif. Les manifestants, c'est une foule. Une fois la manifestation terminée, la foule se disperse. Et rien ne lie plus, dans le futur, les participants de cette foule entre eux. Ils ne sont plus la collectivité, la communauté. Pour être capable à la grève, il faut être en communauté. Si la communauté cesse d'exister, fini. C'est fini. 3 ans après l'écrasement à l'Est du plus jeune des grands syndicats, vient à l'Ouest le tour du plus ancien. Le NUM, le syndicat national des mineurs anglais, lance en mars 1984 une grande grève pour empêcher la fermeture de 20 puits de mines. C'est l'occasion qu'attendait la première ministre Margaret Thatcher pour briser la puissance des syndicats anglais. Après 1 an d'affrontements, 11 000 arrestations et 200 condamnations, les mineurs, à bout de ressources, reprennent le travail sans avoir rien obtenu. Le socialisme et l'ultralibéralisme, pour une fois solidaires, dans leur détestation de l'autonomie ouvrière. Après cela, le mur de Berlin pouvait bien s'écrouler. Comment avez-vous décidé de devenir historien de la classe ouvrière? Ça vient sans doute de mon père. Il travaillait à la chaîne chez British Leyland à l'époque où il fabriquait les Triumphes. Il rentrait à la maison avec des anecdotes sur sa journée de travail à la chaîne.
D'un côté, on sentait qu'il aimait vraiment travailler. C'était un bourreau de travail, toujours à faire des heures supplémentaires. Mais il y avait un autre aspect de la vie professionnelle de mon père. C'était sans aucun doute l'aliénation. Celle d'un travail à la chaîne abrutissant dans l'industrie automobile. C'est sans doute depuis cette époque que j'essaie de comprendre la vie de mon père en tant qu'ouvrier et ce que le travail représentait pour lui. Mais aussi ce que la perte de son travail a représenté. Il s'est fait licencier de cette usine à l'âge de 45 ans. Il était encore jeune. Et il a passé les dernières années de sa vie à exercer des petits boulots précaires. Il a été chauffeur de taxi un moment, et il a fini homme de ménage dans une usine. On sentait chez mon père cette impression de détérioration, de dégradation, et aussi l'impact qu'avait eu la perte de son travail et la rupture. Oui, la rupture qu'a représenté pour lui son licenciement, d'avoir été mis à la casse, comme il aurait dit. Être mis à la casse, c'est le sort commun de dizaines de millions d'ouvriers européens depuis les années 70 du XXe siècle. Le moment où les entreprises ont déserté les grandes régions qui avaient porté la révolution industrielle, leur technologie vieillie, leur main-d'œuvre combative, pour aller chercher toujours plus à l'est des travailleurs plus dociles et moins payés. Et partout, on peut voir les mêmes ruines, recyclées dans le meilleur des cas en sites touristiques. Étrange lieu de mémoire, célébrant à la fois l'exploitation et l'ancienne fierté ouvrière, comme cette grande aciérie allemande, fermée en 2004 et transformée en musée. Au pied du haut fourneau, il y a ces empreintes de pas, mises sans doute là pour guider les visiteurs. Mais comment ne pas penser à ceux qui sont partis ? Une petite usine de chaussures à Romans. Elle survit. Mais dans l'atelier, la plupart des machines sont à l'arrêt et les chaises sont vides. Pourtant, l'image est trompeuse. Les ouvriers en France représentent toujours 1/5 de la population active. Mais ils sont devenus invisibles, dispersés, fragmentés, dévalorisés, ubérisés, comme on dit aujourd'hui. Ce qui a disparu, c'est une identité. Une identité devenue une conscience devenue une force. Les gens ne se définissent plus comme prolétaires. Ils se définissent comme, même plus trop comme ouvriers. Ils se définissent comme le poste auquel ils sont affectés. Donc ça peut être ceux de la crevette, ceux du poisson, au sein de la même usine, ceux du dépotage, ceux du chargement, ceux de la congélation, ceux du poisson pané. À l'abattoir, c'est ceux du cochon, ceux du bœuf, ceux de la coupe, ceux du désossage, ceux de la tuerie, ceux des abats. T'as même pas au sein de la même usine cette idée de dire on est tous dans la même galère. Ernesto De Martino, un grand anthropologue italien, raconte qu'un jour, voyageant en Calabre, il a fait monter un paysan du coin dans sa voiture pour qu'il lui indique le chemin. Mais quand ce paysan s'est rendu compte qu'il ne voyait plus le clocher de son village, il a été pris de panique. Aujourd'hui, le clocher a disparu. C'était peut-être l'Union soviétique, ou bien le parti, ou l'usine, mais le fait est que le clocher a disparu. Et nous sommes tous comme ce pauvre paysan, que l'on soit ouvrier ou pas. Pour moi, c'est encore un mythe, ou du moins la mémoire d'un mythe. L'ouvrier. Oui. Mythe représentant quoi? Pardon? Un mythe qui représente quoi? Un mythe qui représente
l'incarnation des gens opprimés et des gens qui sont porteurs de l'espoir de changement qui va éliminer l'oppression. Mais si vous voulez, c'est la profession des foi révolutionnaires du XXe siècle, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que la classe ouvrière va se reconstituer? Elle est maintenant en disparition. En disparition, peut-être pas définitive, peut-être pas totale, mais quand même en disparition. Ça pose des problèmes. Sa disparition pose des problèmes très sérieux à nous autres, les êtres humains, partout. Parce que le monde automatisé pose des problèmes. Le monde globalisé pose des problèmes, sérieux problèmes. Mais je ne sais pas vous dire plus parce que je ne suis pas prophète. Et je ne veux pas être prophète.